Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une grosse vidéo sur la révision d'un Traxxas Summit, un dixième, je précise bien. Donc on va se faire le démontage. Ensuite, il y aura une petite partie de la vidéo qui sera scindée pour les différentiels. Afin de vous montrer un petit peu démontage, remontage. C'est un petit peu générique sur tous les modèles. Et puis ensuite, on fera le remontage tout doucement. Le détraçage, je ferai ça en privé. Eh oui, la toilette, c'est en privé. Eh ben allez, en avant. On est parti pour le démontage. On va commencer par virer l'électro tout doucement. Tranquillement. On commence par le boulon moteur. Hop. Ensuite, on a un petit capot ici. Hop. Le capot moteur, c'est juste une vis sur le côté là. Cette machine n'est pas très sale, elle a très peu roulé. J'ai récupéré ça sur le bon coin. Avec apparemment, il peut y avoir, enfin d'après le vendeur, il y avait le SC qui était HS. Et en fin de compte, bah non, c'était simplement l'hélipo qui était rincé. Et le, le vario qui était resté sur le mode lipo. Donc qui voulait pas entraîner qui voulait pas démarrer avec les NIMH. Hop. On se rend compte une machine qui n'avait pas grand chose, qui a très peu roulé. Un novice qui avait acheté ça et qui s'est vite embêté, hein. Manque de connaissances. Manque de connaissances sur les lipos, sur l'entretien, etc. Donc les lipos, au bout d'un bon moment d'utilisation, bah, elles n'étaient plus opérationnelles, totalement déchargées, HS quoi. Et bah, résultat des courses, bah, ça l'avait peu écœuré de la machine et puis ils s'en est séparés. Après on voit le pignon de transmission, je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo, ouais, sur la vidéo. Le pignon de transmission est impeccable. Le slipper est pas cramé. Question épaisseur, on a combien? Il est largement bon. Il n'y a pas d'usure. Enfin, c'est une machine apparemment qui a très peu roulé. C'est juste le support de pare-choc avant qui est cassé. Les soufflets cardan qui sont qui sont cuits, hein. Ça comme la majorité des Summit qui ont quelques années. Mais dans l'ensemble, c'est une machine qui a rien, qui fonctionne parfaitement. Il y a juste une petite bricole, j'ai le renvoi du cerveau de boîte de vitesse qui est cassé. Apparemment, le propriétaire il avait même pas vu. Comme quoi, la machine n'avait pas dû beaucoup servir. Enfin, voilà. Donc, voilà, bon, je vais lui faire une petite cure jouvence. Il y avait les pneus qui étaient décollés, qui avaient pris la flotte, qui étaient décollés, les mousses étaient trempées. Donc voilà, j'ai décollé les pneus. Il y avait une toute petite balafre dessus, une petite coupure sur un flanc extérieur, sur un des pneus. Donc j'en ai profité pour recoller ça proprement à la cyano. J'ai démonté, lavé les mousses, séché et recoller les roues histoire de repartir sur quelque chose de sain et de d'aplomb. Bon, allez, assez de blabla. Peut-être un peu bossé maintenant. Peut-être y aller à la visseuse parce que vraiment, passer la journée.
le boîtier de réception. Ensuite, une fois qu'on a ouvert ça, on a accès aux deux vis à l'intérieur. Chose pratique. Si vous voulez entretenir voilà, un Summit ou un Irevo, l'avantage c'est que ça permet de virer l'électro. Une fois qu'on a enlevé ces petits résidents, ça permet de virer l'électro sans avoir à décabler. Enfin, c'est pas le temps que ça prend à recabler. Mais si on n'a pas à intervenir sur l'électro, ça permet surtout de démonter assez rapidement toute la partie électro. Si par exemple le truc est plein de boue et que vous voulez le laver, ça permet de déjà sortir l'électro et ensuite d'accéder à la mécanique plus facilement. Donc le boîtier de réception il est parti. Hop, je vais juste reprendre les vis. Comme ça, elle reste. Les autres restent à l'intérieur, hein, qui se barre. Là c'est bon, il reste le SC. Avec ses deux vis. Donc là on est pas mal. Maintenant on va passer dessous. Hop là. On va passer dessous, on va démonter les billets de direction. Il y a un petit claquement caractéristique sur les vis. Ça veut dire que ça n'a pas été beaucoup tripoté. En général, on a ça au premier démontage. Les vis ont tendance à claquer au premier démontage dans le plastique, et puis après, ça y fait beaucoup moins, voire même plus du tout. Ça permet de se faire une idée très rapidement quand on achète une occasion, pour savoir si elle a été bidouillée ou non. Oui. Pignon de cerveau, ou rien. Ça, je l'ai testé lors de l'achat. On démonte quand on achète ce genre de véhicule d'occasion, on démonte l'une des biellettes et on fait manœuvrer la direction pour voir si les deux cerveaux fonctionnent bien. Parce que même s'il n'y en a qu'un seul qui fonctionne sur les deux, l'un va entraîner l'autre. Donc on s'en apercevra que quand on aura pété les pignons de celui qui est encore en vie. Alors que tant qu'à faire, autant s'en apercevoir avant. Quitte à changer un cerveau, ça évite de faire un cerveau plus les pignons de l'autre côté. Hop, donc là c'est bon. Le reste c'est par-dessus. Donc là sur le cerveau, hein, c'est classique, hein, 4 vis. Avec le bon embout c'est mieux. Il y a beaucoup d'électronique, beaucoup de petits cerveaux. C'est une machine qui est assez complexe à voir. Au démontage, ça reste classique. Il y a juste une petite particularité sur la boîte à vitesse, sur la commande de boîte à vitesse et sur les commandes, les tringleries de commande des différentiels. Et puis le système de verrouillage des différentiels à l'intérieur. On verra ça tout à l'heure. Hop, un cerveau. Bon, je sais pas si je vais pas être obligé
Voilà, boîtier de réception quand même. On va voir ça. Hop, les vis du cerveau. Hop, son petit frère. Faut être très vigilant avec avec les micro-cerveaux là. Ne jamais les manœuvrer à la main. Ces trucs, les pignons sont tellement fragiles que si on les manœuvre à la main, bing, on pète les dents. Alors, ça vaut pas très cher, mais bon. J'essaie de déboîter la rotule. Voilà, c'est fait. Donc la tringlerie du différentiel de marche, du différentiel arrière, il est connecté. Ensuite, il reste ça. C'est le même principe. Il faudrait juste un levier. Voilà. Ça, c'est le différentiel avant. Hop. Maintenant, on va pouvoir sortir tranquillement les micro-cerveaux. Tout ça, ça va mériter un bon coup de nettoyage. Et je vais certainement être obligé de débrancher l'électronique. Ce n'est pas très grave. Ensuite, on retourne encore le bins, les vis de cerveau dans la boîte. Là, vous avez deux vis qui tiennent les cerveaux, les micro-cerveaux. De part et d'autre. D'un côté, il y en a deux, et de l'autre côté, il n'y en a qu'un. Le support est le même avec deux vis. Un tout sac de nœuds là. Entre l'éclairage, les fils des cerveaux, on est sur une belle pagaille de fils et de tringlerie. Tout ça est coincé derrière la boîte de vitesse, dans les petits passants. Donc on verra ça après. Donc là, je vais démonter, histoire de finir d'enlever tout ça, je vais enlever les deux supports de suspension avant.
c'est pas forcément une vidéo qui va être des plus passionnantes. Après, ça permettra à quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude et qui veut réviser un Summit ou un Irevo, hein, parce qu'on est sensiblement sur la même fabrication. Ça sortait. Ça permettra surtout de voir un petit peu les assemblages, où sont les vis. Ça fait un petit moment que j'ai pas démonté ce genre de machine. Donc honnêtement, moi aussi, je tâtonne. J'aurais bien aimé enlever l'électronique de suite pour être plus tranquille. Il y a des petits picots qui tiennent les câbles. Voilà. Voilà. Encore un taser. Voilà. Hop. Et voici l'électro déposé. On y voit un petit peu plus clair. Ensuite, on a le câble d'éclairage arrière qui passe par un petit logement sous le support d'amortisseur. En toute logique, ça passe pas parce qu'il y a déjà la biellette. Donc on verra après ça aussi. Ok, on va faire un petit peu de place dessous. On va déjà enlever le cache de transmission principal et les skid plates avant-arrière pour le voir un peu plus clair. Derrière, on a 4 vis. Pour remontage, je ferai comme pour le remontage du max. Directement, si je ne les ai pas tous perdus, les vis, ainsi que leur taille. Hop. C'est pas trop sol, hein. Les miens sont bien plus sols que ça. À l'avant, on a le skid plate est en deux parties. On a une partie avec deux vis, semblerait-il. En théorie, si je me rappelle bien. Et si je me rappelle mal. Non, non, c'est ça. On tire dessus. On fait levier et ça sort toute chose. Ou presque. La deuxième partie tient donc le skid plate dessous et l'axe du renvoi du sauve-cerveau. Une vis qui est très important. Hop.
ça, vu l'état de l'engin, aussi bien le châssis va passer au lavage, mais je pense que si elle sauve cerveau se contentera d'un coup de pinceau, parce que vraiment l'ensemble n'est pas très sale. Ce qui est étonnant, c'est que les pneus étaient remplis de flotte. Par contre, il n'y a pas une vis de rouillé. Donc c'est vraiment, ça a roulé dans une flaque d'eau à petite vitesse. Je vois que ça. Donc ensuite, on a les axes qui tiennent les triangles. On peut les enlever tout de suite. Ça fera de la place. Pour un moment ou un autre. Vu qu'on part sur un démontage intégral. On y va droit. Donc ça fait toujours un peu de place. Ensuite, on a un étrier qui vient par-dessus la direction. En fait, cet étrier là, avec ces deux vis, vous voyez bien, je pense, oui. Avec ces deux vis ici, c'est un système de butée de direction. Sur le Summit et sur l'Irevo, c'est pas le même. Le Summit braque plus. Alors on peut faire la modification sur l'Irevo, moi je l'avais fait sur le mien à l'époque. Donc mettre la pièce du Summit qui est livrée avec les Irevo qui était livrée avec les Irevo brushless à l'époque, les fameux Irevo brushless édition. Cette pièce était livrée pour avoir un angle de braquage, un rayon de braquage plus serré. Et le Summit est déjà sur cette configuration, vu qu'il est censé évoluer doucement. Pour lui permettre de se faufiler un peu plus facilement, alors qu'Irevo était quand même un peu plus basé sur la vitesse. Alors donc on va enlever ce petit étrier qui va finir de nous libérer la direction. Oui, comment tu mets un filetage comme ça. Ça va, on s'est aperçu à temps. Ce serait quand même dommage de tuer un filetage. Surtout que c'est quand même rare quand on récupère une machine d'occasion qui n'a pas de filetage flingué. Alors ensuite, les cardans. Par contre, j'ai un cardan qui est rouillé. Peut-être bien qu'il y a eu un peu d'eau. Ce n'est pas très grave. Enfin, rouillé. Ouais, si, on peut appeler ça comme ça. Rien de méchant. Le tunnel de transmission centrale. Hop. On va lui dire également au revoir. Voilà, clairement, on est bien sur le premier démontage. Ça s'entend bien. Les vis qui claquent comme ça, c'est vraiment caractéristique. Hop. Là, on a un petit capot ici qui permet d'accéder au cardan ici vers la boîte de vitesse. Ça permet en fait de sortir la boîte de vitesse sans enlever ce cache. Et on enlève le BTR, on sort le cardan par ce cache là. Et ensuite, on a les 4 vis de la boîte de vitesse qui sont accessibles à travers. Ce qui fait qu'on peut sortir la boîte de vitesse sans démonter ce cache. Honnêtement, c'est pas des plus pratiques pour le remontage par contre. Donc après, donc les cardans, ça reste du classique.
Hop, les cardans télescopiques. Je pense que sur l'Ireo 2, on doit être sur le même montage. Je sais pas, éventuellement, on pourrait me dire ça en commentaire. Ceux qui ont démonté un Ireo 2. À moins que ce soit des noix de cardan comme le Max, c'est-à-dire des noix plus grosses, en entrée sortie de différentiel et de boîte de vitesse. Ne possédant pas la machine, j'ai pas l'info. Hop, voilà, le cardan central. On va aller remettre la vis directement dessus. Le plus long. Hop, vous voyez rien aussi. Bon, si je me mets hors champ, ça vaut le coup de faire une vidéo. Là, ici, le cardan avant. À l'avant de la boîte de vitesse. Hop. Ici. Cardan ne sort pas. Peut-être en enlevant ça. Dommage. Non, apparemment. Il n'a pas envie de sortir le cardan. Il sortira en même temps que la boîte de vitesse. Donc pour la boîte de vitesse, 4 vis. Ici, donc accessible avec le cache. Voilà, le cardan est sorti et la boîte de vitesse est sortie également. On va regarder ça. Donc voilà la boîte de vitesse. Par contre, j'ai un point dur. On ne tourne pas librement. En première, ça va très bien. En deuxième, c'est pas ça. C'est pas régulier. Bon, en théorie, c'est du matos très solide. Vu la puissance du Summit, déjà sur les Irevo qui avaient un moteur quand même assez performant, les boîtes à vitesse lâchaient que très rarement, ou par manque d'entretien. Donc pour moi, c'est simplement soit un manque de graisse, soit un roulement ou deux qui sont grippés. Ce sera confirmé au démontage, éventuellement on fera ça en vidéo. Hop, le petit cardan. Hop, hop. La boîte de vitesse, ouais. Ouverture et contrôle. Histoire d'être sûr de passer partout, parce que ce serait quand même dommage de faire une révision ou un manque de graisse quelque part. Hop, ensuite l'arrière. Hop. On revient au même principe, hein. On a 4 axes. Qui nous permettent ensuite de dégager
des triangles. Ensuite, on a ces deux biellettes. Alors, j'ai mal à viser ce matin. Ça tient les biellettes de pincement. Et aussi la plaque qui qui fait la fermeture du bulkhead. Donc dessous, c'est fait. Dessus, on va avoir les pare-chocs. Les pare-chocs, les supports de carrosserie qui vont partir avec. Et ensuite les basculeurs, amortisseurs. Et on sera quasiment au bout. Hein. Et après, on pourra atteindre les différentiels tranquillement. Bien sûr, ça peut se démonter bien plus facilement les différentiels. Hein. Mais vu que là, on part sur une révision intégrale, on tombe tout, histoire d'être tranquille et d'être sûr de passer de partout. Alors, on atteint déjà. Alors, ce vis-là. On tient une partie du pare-choc. Je débranche ça. Il y a quand même du monde. Les nouveaux modèles sont quand même bien plus accessibles. Ok. Donc, on a encore deux vis ici. Ici, on l'a. Dommage. En théorie, le pare-choc avec le système qui bloque les axes de triangle vient tout d'un bloc avec 3 vis. Derrière, c'est le même principe, parce qu'il y a beaucoup moins d'accessibilité. Faut un peu tirer sur le support de carrosserie pour être à peu près dans l'axe et pas abîmer les têtes de vis. Hop, même principe. Hein. Donc c'est 3 vis, une là, une là et une là. Et ça sort. Son frère aussi. Bon, elle était nulle. Hop, ensuite. Voilà, c'est souvent ce qui se passe. C'est monté au frein filet, le vis de dessus. Donc, ah bah là, il est venu. Vous voyez là, on a un petit vis qui est monté au frein filet, qui vient tenir les basculeurs. Et de l'autre côté, c'est carrément tout l'ensemble qui est venu. Ça change pas grand chose. Hein. Sur le principe, ça change pas grand chose. Il faudra juste attraper avec une clé derrière pour démonter, pour pouvoir checker les petits roulements qui sont à l'intérieur. Voilà, ça c'est fait aussi. Hop, il n'y aura plus que ces deux vis pour enlever les deux basculeurs.
on est sur un débattement qui est monstrueux sur cette machine, vu que c'est prévu pour le franchissement. Là. C'est une machine qui peut aisément évoluer en brushless, avec un petit moteur, enfin un petit moteur, un moteur d'un huitième, pas très puissant, pour rester toujours en 4S, mais avec un corvée dans les 1800, histoire d'avoir une vitesse de pointe raisonnable, pas trop d'efforts sur la transmission. Ça reste une transmission qui est fragile, donc maniée correctement avec une petite vitesse de pointe de 45-50, c'est une machine qui est amusante pour faire des petits sauts sympas, et une suspension qui amortit très très bien. Par contre, ça n'aime pas trop la vitesse. Après, il faut la modifier, elle perd ses capacités de franchissement, donc c'est un choix, mais ça, avec un combo à capteur, on a une machine qui conserve toutes ses capacités de franchissement. Je m'occuperai de ça tout à l'heure. Et un peu de pêche pour bâcher un peu, ce qui peut être sympa. Une machine très polyvalente. Donc, je sais que les miens sont restés principalement en charbon, avec le moteur d'origine, qui va très bien, qui est assez doux. Après, pour le bâche, j'ai d'autres machines. Mais c'est vrai que pour une personne qui a qu'une seule RC, ça permet d'avoir une machine pour faire un petit peu le couillon, et puis une machine de franchissement pour faire de la balade, du franchissement. Ça peut être quelque chose d'intéressant économiquement, d'avoir une machine très polyvalente qui fait à peu près tout. Hop, les axes, les grands axes supérieurs, la petite platine ici. Là, on enlève les deux triangles. Ça part avec le mi-cardan. Enfin, vu que le soufflet est déchiré. Autrement, on a le soufflet qui tient les deux parties de cardan ensemble. Hop, poubelle. Là, ça part avec. Même principe de ce côté. Il y a un peu de rouille sur les cardans. Donc je pense que la machine a vu l'eau modérément, et qu'elle a été, ben voilà, comme le préconise Traxxas, un petit coup de WD-40. On se retrouve avec des vis qui restent bien noires, et le jour où on ouvre, et ben il y a de la rouille de partout. C'est pas très grave en soi. Mis à part quelques roulements, il peut rien avoir de bien méchant. Le moteur charbon, son avantage, c'est qu'il est sur des paliers, des bagues en bronze. Ce qui fait que même si voit l'eau, qu'il n'est pas bien vraiment entretenu derrière, il ne craint pas grand chose. On ne peut pas avoir de roulement qui grippe. Donc pour ça, c'est très très bien. C'est une machine qui n'est pas vraiment fragile, qui supporte bien le manque d'entretien, même si je suis jamais conseillé. Ça, c'est le système de verrouillage donc du Faria, vous voyez, hein, avec sa biellette. Il y a un détrompeur, hein, donc aucune inquiétude à avoir sur le démontage de cette pièce. Par contre, l'inquiétude que j'ai moi, c'est qu'apparemment il y a un truc au fond de la vis. Donc avant de la tuer, on va tuer la tête de vis, on nettoie tout ça, et ça va aller beaucoup mieux. Heureusement que j'ai attaqué à la main, la visseuse, j'aurais déglingué la tête. Hop, voilà, ça part tout seul. Ensuite, la biellette, je pense bien qu'elle va finir par sortir. Non? Décidément, hein. Bon, ça veut pas. Ça veut pas. Donc on va faire l'avant.
Et ensuite après on pourra s'atteler à sortir les diffs. La machine est bien grosse, donc ouais, il y a dû avoir du WD-40. Même principe. Basculeur. On va dire d'abord. Là, pareil. Il y a des cales aussi, je crois. Ça sera à vérifier au montage. Il me semble me rappeler que par moment il y a des cales. Épaisseur. Hop, un épaisseur. Non, ici non. Là, il y a une cale ici. Et pas là par contre. À vérifier sur l'éclaté. C'est étrange. C'est étrange qu'il y ait des cales, une cale d'un côté mais pas de l'autre. Alors que derrière il y en a deux. À voir, cette machine n'a jamais été démontée ici. Étrange. En théorie, on prend une clé pour faire ça. D'ailleurs, il y a même une clé fournie exprès. C'est dingue, hein? Moi, je prends une pince. Voilà, on a une petite rondelle ici. Pour surélever le basculeur. Ici, apparemment, elle y est aussi. On va juste la virer pour être sûr. Non. Donc d'un côté c'est une surépaisseur, de l'autre côté c'est une rondelle amovible. Et là, ici c'est pareil, à part qu'ici elle est absente. Donc soit elle n'a jamais été montée, ça arrive, soit ça a été démonté déjà sur une casse et ça n'a pas été remonté. On a été oublié. Ça fait partie des avantages de démonter entièrement une machine. Au moins on voit ces petits détails qui n'ont pas forcément une importance primordiale, mais et on est sûr d'avoir une voiture un véhicule qui est conforme, opérationnel et durable une fois qu'on est passé partout. Surtout quand on est sur de l'occasion. Hein. Mais bon, même du neuf, hein, on n'est jamais à l'abri de petits pépins ou des défauts de montage. Alors, sur la partie supérieure, je voulais m'attarder là-dessus. On a un système de calage. Des triangles d'avant en arrière. Des petits bidules. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Alors sur le Summit, clairement,
ça sert à rien, ça sert juste à rien. Ça sert juste à rien, à bloquer le triangle, mais il est déjà bloqué sur l'avant. Par contre, de l'autre côté, oui, c'est vraiment utile. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gardé les mêmes triangles que l'Irevo. L'Irevo a la particularité d'avoir une chasse, c'est-à-dire la position du triangle en avant ou en arrière change l'angle de notre roue par rapport au sol. C'est-à-dire qu'on appelle la chasse. L'Irevo a plus de chasse que le Summit. La chasse permet d'avoir plus de stabilité à grande vitesse. Et plus de chasse, plus de stabilité. Et moins de chasse, plus de maniabilité à petite vitesse. Donc en fait, on a une chasse qui est ridicule, minime sur le Summit, et un peu plus importante sur l'Irevo. J'ai retrouvé la fameuse rondelle, donc elle était bien présente. Hop, dans la petite boîte. Et sur le Summit, vu qu'on a un système de blocage de différentiel, je vais vous montrer ça, on a le différentiel est plus gros de ce côté, du côté du verrouillage. Donc en fait, on n'a plus la faculté de bouger ce triangle d'avant en arrière pour mettre de la chasse. Donc ils l'ont bloqué comme ça. Ça change pas grand chose. Moi j'avais modifié sur mon Summit, j'avais modifié ce système. J'ai voulu mettre un peu de chasse pour j'avais un peu boosté le moteur pour avoir un peu plus de stabilité quand on commence à avancer un peu. J'avais grignoté un petit peu sur l'avant du cardan, du triangle. Oh bravo. J'avais coupé 2 ou 4 mm, je ne me rappelle plus. Et donc j'avais mis ces cales, je les avais déplacées de manière à reculer le triangle, donner plus d'angle de chasse et avoir une meilleure stabilité. C'est d'ailleurs toujours comme ça sur mon engin. C'est pas particulièrement gênant en franchissement. Après, il est évident, vu qu'on a moins de matière à l'avant du triangle, encore de gros pets, c'est possible qu'on dézingue le triangle. C'est un peu le. Voilà. Moi, ça m'est pas arrivé parce que le Summit, en fait, depuis, n'a plus vraiment bâché. Donc, en franchissement, c'est pas en franchissement qu'on va casser un triangle. En toute logique. Donc, ça, c'est fait. Là, on n'est pas embêté par les soufflets de cardan non plus, vu qu'ils sont déglingues. Donc il y aura 4 soufflets de cardan à changer ou pas, à voir. Donc quand on enlève les triangles, on se retrouve avec toutes ces petites cales là, qui se font la molle. Donc il faut bien sûr faire attention de ne pas les perdre. En plus, c'est pas des plus drôles à remonter. Il faut tout mettre en même temps, tenir le triangle et l'axe. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à démonter les bulkheads avant, enfin surtout l'avant, l'arrière est déjà tombé. Il nous reste 2 vis qui sont là-dessous, en toute logique, là. Plus petite, c'est des 3. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Ça, c'est le support de. Non, là, c'est plus rien en fait. Ça, c'est le support d'amortisseur. Avant, arrière, il n'y a pas lieu de les sortir. Je verrai pour le nettoyage comment je procède. Je pense que j'enlèverai tout. On va pouvoir donc regarder un peu ces diffs. Alors, on va s'asseoir, on ne verra pas toucher. Nettoyons tout. Et on voit ces bulkheads. Donc là, on a une vis sur l'avant. Je pense que sur l'arrière, c'est. Non, c'est pas pareil sur l'arrière. Donc, silence. On a une vis qui tient la plaque
la plaque en alu. Et cette plaque en alu, cette vis tient donc cette plaque qui nous tient les deux parties fermées ensemble. Et cette vis traverse et vient tenir aussi, aussi les deux côtés du bulkhead. Là, on n'a pas d'autre solution que de sortir les cardans cette fois, définitivement. Donc, forcément, je vais vous montrer ça tout de suite après. Vu qu'on a un différentiel qui est plus long d'un côté que de l'autre, il est évident que on a un cardan qui est, oui, bah, plus court d'un côté que de l'autre. Ou plus long, ça dépend. C'est une histoire de point de vue. Hop, donc je vais vous montrer ça. Alors, il est évident qu'on ne peut pas mettre un long à la place d'un court. Hop, vous voyez la différence de longueur. Par contre, on peut mettre un court à la place d'un long pour se dépanner. Ça marchera quand même. Ce sera juste un peu moins résistant, mais enfin, c'est pareil, hein, si on force pas, voilà, quand la voiture se retrouve coincée entre deux cailloux en première, on met pas un gros coup de gaz pour la ressortir, on la sort progressivement, si on voit véritablement que la voiture elle force trop, plutôt que de casser un cardan, et bon, on la dégage à la main. Après, enfin bon, c'est comme ça que je vais un peu lâcher. J'ai jamais réussi sur mes Summit à... Donc voilà, on a les deux bulkheads. Alors, ces bulkheads ils sont bien coincés, enfin le boîtier de différentiel est bien coincé dans le bulkhead, ça bouge pas. Sur l'Irevo, ça a tendance à basculer comme ça. C'est un peu mieux tenu sur le Summit. Et puis il y a surtout moins de puissance, donc, parce que le plastique, même ma foi, avec énormément de puissance, ça bouge et ça prend de plus en plus de jeu. Bon, après, ça restait fonctionnel malgré tout. Donc voilà, les bulkheads, bah, rien cassé. Le diff avec son verrouillage, il est là. On va démonter l'arrière. Ensuite, on prendra 2 minutes pour regarder ensemble le système de verrouillage. Les cardans, ils auraient mérité un petit coup de frein filet tout de même. C'est desserré. Ça s'est pas barré, mais c'est desserré. Celui-là, non. Hop. Alors, ces cardans sont bien aussi par rapport à ceux de l'Irevo. Sur un Irevo première génération, on pouvait monter ces cardans. Alors, ils sont pas donnés. Par contre, leur avantage, c'est que c'est vraiment des cardans non cinétiques. Métalliques, ici. Métallique au niveau de la fusée. Et la partie ici est plus grosse. Donc, bah, ça résiste mieux à la torsion. Dans l'ensemble, ces cardans sont plus costauds que les cardans plastiques de l'Irevo première génération. Donc éventuellement ça peut être intéressant. Et ils ont la faculté quand même, vu que c'est du plastique, sur des gros coups de gaz, de garder du flex. Ce qui fait que bah, ça préserve les différentiels qui ne sont pas surdimensionnés sur cette machine, bien au contraire. Sur ces machines. Donc les cardans plastiques ont quand même un... C'est un plus. C'est fragile peut-être, mais à côté de ça, bah, ça préserve le reste. Là on doit avoir une vis qui traîne quelque part, oui. Bien. Bien, bien, on a une petite vis à l'avant. Hop, on les assemble, on a le livre dans les mains. Oh, c'est un peu cracra, mais rien d'exceptionnel. Aucune fente sur les bulkheads. Ils ont tendance à casser ici, sur des grosses réceptions, ou des gros sauts, ou des gros chocs. Le châssis à flex, vu que c'est tenu derrière et devant, le châssis flex et ça pète là. Enfin, ça vaut pas très très cher non plus à remplacer, et le pire c'est qu'on s'en aperçoit même pas l'usage. On s'en aperçoit à la révision quand on démonte le bassin en 2 pièces, alors que la machine fonctionnait très bien tout de même. Donc c'est pas quelque chose de bien méchant. Après c'est vrai quand on est démonté, quand on démonte pour réviser que c'est cassé, bah on change.
après, si on n'aperçoit pas, on a... Alors, voyons voir ces différentiels tout dégueulasses. On va les ouvrir pour vous montrer comment c'est foutu. L'avant et l'arrière, c'est les mêmes, hein, de toute façon, j'imagine. C'est le même réglage d'huile, hein, aussi. Exactement les mêmes. Donc on va en ouvrir un. Ensuite, il faut décrasser, j'ouvrirai les deux. Et je ferai une petite vidéo sur le montage des pignons, des satellites, des joints. Alors là, on a pas le bon embout. Alors, oh, tu vas. On a deux vis ici, à l'extrémité. En tout, on a 6 vis. 2, 3. Ça ne veut pas bouger. Hop, il n'y a plus de vis. Donc maintenant, on va ouvrir doucement, dégager les deux boîtiers, comme ça. Donc là, on se retrouve avec le pignon d'attaque, jusqu'à là rien d'anormal. On a les pignons différentiels. Et je voulais m'attarder sur ce système, qui est le verrouillage. Quand on tourne la petite patte là, et qu'on met en face bien sûr, en toute logique je devrais y arriver, ou pas. Donc je vais vous montrer. Donc on a un petit levier ici, je vais démonter, ce sera plus simple parce que j'arrive pas à le manœuvrer à la main. Donc là on sort le différentiel complet de son logement, voilà, avec la petite patte. Donc on a cette patte avec un tout petit roulement, un kiki tout joli, qui bascule comme ça, qui nous fait coulisser cette pièce, là on va sortir le roulement ici, qui nous fait coulisser cette pièce, métallique également, avec un axe d'entraînement. Ce qui fait que quand on tourne, on actionne le cerveau, on pousse cette pièce et elle vient s'enclencher là. On rend donc solidaire l'axe et le boîtier de différentiel, donc différentiel bloqué. C'est tout con comme système, et ça fonctionne très bien, c'est durable en plus. Hein. On a tendance à croire que c'est de la petite mécanique, que c'est sollicité, que, et ben franchement, ça bouge pas. Bon, sur mes Summit, ils ont des centaines et des centaines de pattes. Alors après, c'est vrai que je manœuvre pas les différentiels très rarement en roulant. Et si c'est le cas, c'est à petite vitesse, d'une manière ou d'une autre. On a un système qui est bien foutu et qui est fiable dans le temps. Hop, crac, ça se verrouille. Et en fait, le cerveau vient. C'est pour ça qu'il a des biellettes, enfin pas des biellettes, des cordes à piano et des ressorts sur les cerveaux. C'est-à-dire quand on actionne le cerveau va venir mettre en pression ça, comme ça, et quand ça va tourner, ça va se mettre en face et ça va se bloquer tout seul. Et quand on passe dans l'autre sens, clac, on débloque. Et là, on se retrouve avec des différentiels qui sont à nouveau libres. Les différentiels sont sur de la 10K, hein, c'est-à-dire de la 10 CST à peu près, là-dessus, pour avoir quelque chose de très souple, pour que la machine garde une maniabilité agréable à petite vitesse, braque bien. Par contre, dès qu'on bloque les diffs, là, pour coup, ça braque beaucoup moins bien. Les roues patinent et ça a tendance à tirer un peu plus gros. Mais après, c'est pour du franchissement, on les enlève, on les bloque, on les débloque, c'est fait pour. Donc voilà, vous avez vu pour le montage de ces diffs. On verra une fois décrassés, mais je vois pas de marque sur les dents. Les roulements ont le roulement ici a un petit trace de rouille. Ça gratte pas. Ça gratte pas. Ça gratte pas. Le pignon d'attaque
est intact aussi. Vu la couleur, ça n'a pas beaucoup roulé. Hein. Et on a un roulement interne qui est rouillé aussi. Donc la machine a bien vu la flotte et a été badigeonnée de WD-40. Donc voilà, ça fait partie aussi des trucs. À vous de voir. Hein. Si vous roulez d'en haut avec votre machine, c'est pas parce que vous passez un coup de bombe de WD-40 dessus que la voiture va pas rouiller, va pas s'abîmer. En apparence, elle sera impeccable parce que là, les vis, on voit, sont nickel, il n'y a pas une vis de rouillé. Par contre, ben voilà, à l'intérieur, ça fait des ravages, quoi. Hein. Il n'y a pas de mystère. Donc là, on va sortir le roulement, regarder son état. Hop. On va sortir l'autre. Il tourne librement, il ne gratte pas. Il tourne librement, il ne gratte pas. Mais vous voyez, un petit peu de rouille, c'est pas méchant. Hein. Ça se trouve, ça part même avec le doigt. Mais voilà, ça a vu un peu la flotte, mais modérément. Donc bah, les roulements ont rien. C'est une chance. Ça méritera un bon coup de dressage, un bon petit contrôle de partout, et puis ça va repartir. Ok, bon bah on va aller faire un petit peu la toilette de tout ça. On se retrouve ensuite pour faire un petit topo sur les diffs, démontage, remontage, l'huile, le graissage éventuellement, ça on a déjà vu sur la vidéo du mat, hein, faut être généreux. Et puis ensuite on se fera le remontage, une fois que tout sera propre, on se fera un remontage tout doucement, en passant en revue la visserie qu'il faut à tel et tel endroit. Pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément très bien les plans, ça permettra d'avoir une deuxième approche et peut-être éventuellement de mieux comprendre les éclatés pour pouvoir vous débrouiller tout seul ensuite sur une autre machine.